Alors, c'est parti. Bezrat Hachem, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une étude sur les halachot de Pessah, comme à notre habitude avant les fêtes. On essaye de faire ça. Le support de notre étude, c'est toujours le même livre qui s'appelle Halacha Ve'Agada, un livre extraordinaire qui est basé sur les enseignements du Rav Ovadia Yosef. Et c'est un livre qui a été réalisé par Rav David Shalom Naki. Et on va essayer de faire un tour complet. Il sera peut-être pas complet à 100% parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à étudier, particulièrement à Pessah. Mais le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble de la fête. Et après, chacun creusera en fonction des possibilités qu'il veut bien s'accorder. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, s'il y a des gens sur le Zoom qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shimon Marciano. Je ne suis pas rabbin. Et voilà, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre à la fin, Bezrat Hachem. On va avoir un rythme assez soutenu parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir. Mais on va essayer d'être le plus clair possible, Bezrat Hachem. Et on y va. Alors, déjà, juste pour introduire un petit peu l'esprit de Pessah, j'avais entendu un jour une histoire du Rav Yosef Katan, que j'aime beaucoup, je vous encourage à écouter ses cours, ils sont sur YouTube. C'est un Rav Chabad qui était mon prof à l'école aussi. Et il raconte l'histoire d'un Chabad qui allait mettre les tefilines qui allait un jour mettre les tefilines à des gens euh, dans un camp pour accueillir les nouveaux Olim en Israël. Il y avait des gens qui venaient de la Russie. Et donc, ce Chabad allait leur mettre les tefilines. Et un jour, il a rencontré une personne qui lui a fait faire le schéma Israël. Et on sait qu'aussi souvent, les Chabad, ils font répéter la phrase Anima Amin Be'emuna Shelema Beviat HaMashiach. Je crois d'une foi parfaite, profonde à la venue du Mashiach, etc. Il lui fait répéter la phrase. Et juste après, donc, il lui dit est-ce que toi, tu crois vraiment dans la venue du Mashiach? Maintenant, c'est pas le Chabad qui demande aux Russes, c'est le Russe qui demande au Chabad. Alors, le Chabad, il lui dit bah, bien sûr que je crois à la venue du Mashiach, je suis Chabad, et voilà quoi. Et le Russe lui a dit bah, moi, sache que je crois encore plus que toi à la venue du Mashiach. Et il lui a dit ah bon, mais pourquoi? Super, au prochain, mais comment ça se fait? Il lui dit bah, je t'explique. Moi, j'étais en Russie soviétique, j'ai connu la Russie soviétique, on était là-bas prisonniers. Personne n'aurait cru un jour qu'on allait sortir. C'était terrible. Et pourtant, on a bien été libérés de là-bas, on est sorti. Et maintenant, voilà, je suis arrivé en Eretz Israël et j'ai pu faire mon alia. C'était quelque chose d'improbable. Donc, de la même manière que j'ai été libéré un jour de quelque chose où vraiment j'y croyais plus, alors maintenant que j'ai vécu ça, hein, je suis convaincu qu'on va vraiment avoir le Mashiach et qu'on va vraiment être aussi libéré. Et donc, c'est un petit peu ça le message de Pessah, c'est que nous, on a vécu cette Égypte-là où personne ne pouvait sortir. On a l'habitude de décrire l'esclavage en Égypte comme quelque chose de... On sait que c'était de l'esclavage, mais on n'arrive pas vraiment à imaginer parfois. Et on peut croire que c'était quelque chose de sympathique ou de mignon. Parce que voilà, souvent, on n'a que des dessins, des images, on voit des images comme ça. Ça n'a pas l'air si terrible que ça, mais pourtant, c'était quelque chose de très, très grave, très, très difficile à vivre. Et peut-être même encore plus que les camps de concentration. Je ne peux pas le dire parce que j'étais pas pour témoigner. Mais en tout cas, c'était quelque chose de vraiment difficile. Mais par contre, une fois qu'on est sorti de là-bas, alors que même un chien, il ne pouvait pas sortir d'Égypte, et pourtant Hachem nous a fait sortir, alors on peut être convaincu que si Hachem nous a promis une Géoula et qu'on va vraiment être libéré, alors c'est quelque chose qui va vraiment se produire. Et c'est un peu ça, un des messages de Pessah, parce qu'il y a beaucoup de messages à Pessah, d'avoir cette foi-là, cette émouna que Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir de notre exil pour nous amener vers une Géoula chez les mains et cette fois définitive, Bezrat Hachem. Alors, on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. On va balayer quelques points très rapidement avant de rentrer dans Pessah. Le mois de Nissan, on sait que c'est un mois qui est particulier. On sait que c'est un mois où il y a eu des miracles. On sait qu'on nous dit qu'on a été libéré au mois de Nissan et qu'on sera aussi libéré dans l'avenir au mois de Nissan. Et c'est un mois qui est rempli de simra, de joie, etc. À tel point qu'on ne fait pas les tachanonim pendant tout le mois de Nissan. On a également l'habitude de faire la Birkat Ilanot dès le début du mois de Nissan, donc dès Rosh Chodesh Nissan. Il faut la faire le plus tôt possible pour ne pas traîner. C'est une bracha où on vient remercier Akadosh Baruch Hu sur les magnifiques arbres, les magnifiques créations qu'il met à notre disposition. C'est une bracha qu'on fait une seule fois par an, donc il faut vraiment se concentrer et la faire bien et joyeusement parce que la prochaine fois qu'on aura l'occasion de la faire, ça ne sera que dans un an. Donc cette bracha, elle est très courte, on la retrouve dans les Sidurim, Ma'uchata Hashem Elokeinu melech haolam, Shelo chiser be'olamo klum, qui n'a fait manquer à son monde rien du tout, tout le monde est complet, il ne manque rien dans le monde, Uvara bo beriot tovot veilanot tovot, et qui a créé dedans, donc dans ce monde, des bonnes créations et des bons arbres, les anot baem bene adam, pour en faire profiter les individus.
Il faut avoir une kavana quand on fait cette bracha-là, de venir élever les neshamot. On sait que les neshamot sont, il y a un gilgul des neshamot, une réincarnation des neshamot, et certaines âmes sont réincarnées dans des façons un peu particulières, et notamment elles peuvent être réincarnées dans des végétaux. Par exemple, cette plante que vous voyez là, non, je plaisante. Et quand ces âmes sont réincarnées dans des végétaux, elles souffrent énormément. Et quand on va venir faire la bracha sur l'arbre, alors on va libérer ces âmes. Et en fait, en contrepartie, on leur fait tellement un grand bien à ces neshamot-là qu'elles peuvent prier pour nous. Et donc, c'est un grand moment de rachamim quand on fait cette birkat Ilanot. C'est un moment de tfila où on peut faire vraiment des bonnes prières. A priori, il faut faire la bracha sur deux arbres. Il faut que ce soit des arbres fruitiers et pas des arbres stériles. Quelqu'un qui se serait trompé, qui a fait la bracha sur un arbre stérile, ne recommencerait pas. Mais a priori, il faut faire ça sur un arbre fruitier. Il faut s'approcher de l'arbre à tel point qu'on verra les fleurs, parce qu'il faut que l'arbre soit en fleurs, voir les fleurs bien de près, et ensuite seulement faire la bracha. Très bien. Les femmes aussi doivent faire la bracha de Birkat Ilanot. Donc ça, c'est par rapport à la Birkat Ilanot. Idéalement, il faut la faire le plus tôt possible. Dès le Rosh Chodesh Nissan, on peut la faire. Donc il faut s'empresser de faire les mitzvot en général. Donc on fait les mitzvot, on avance. Et d'ailleurs, dans une mitzvah, en général, on dit al tachmitz. C'est quoi al tachmitz? Ne laisse pas fermenter. C'est l'occasion. euh, on lève la main. Est-ce que tout se passe bien ou s'il y a un problème, vous m'écrivez dans le. Attendez, une seconde. Tout est OK. Parfait. Euh, on dit al-tahmitz quand on fait une mitzvah, quand on fait une mitzvah, on dit toujours al-tahmitz, ne laisse pas fermenter. Pas seulement à Pessah, on nous dit ça toute l'année. Mais c'est intéressant de parler de ça à Pessah, puisque le principe de la matzah, c'est qu'on ne doit pas la laisser fermenter. Il y a tout un timing et une chaîne de production à respecter pour qu'on puisse ne pas laisser fermenter cette matzah. Et donc, c'est la même chose dans les mitzvahs de manière générale. C'est une idée aussi générale, hein, une idée qu'on peut prendre aussi par rapport à Pessah, de ne jamais traîner dans l'accomplissement des mitzvahs, mais plutôt les saisir immédiatement dès qu'elles se présentent à nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la zrizout dans les mitzvot. On doit tout de suite saisir les mitzvot et les faire. Et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato, dans le Messilat Yesharim, nous dit que dans la zrizout, il y a deux niveaux. Il y a le niveau qu'on sait, c'est qu'il faut s'empresser de faire la mitzvah, mais il nous dit qu'il y a aussi un deuxième niveau, c'est aussi de finir la mitzvah. Des fois, on commence la mitzvah, mais on ne la termine pas. Donc, un, démarrer la mitzvah, euh, et deux, terminer la mitzvah. Donc ça, c'est une notion aussi qu'on prend depuis ça. Par rapport à ce qui a été dit dans les commentaires par mon beau papa, Eric. Euh, il a dit qu'effectivement, on ne doit pas faire sur un. Seconde. Les arbres, oui, il ne faut pas faire sur des arbres qui sont greffés. Il ne faut pas faire sur des arbres greffés la birkat à Ilanot. Donc on revient à notre sujet. Donc on ne traîne pas, on fait la bracha dès qu'on le peut. Zrizim Magzim la mitzvot. Et si on n'a pas pu, alors on peut faire la bracha tout le mois de Nissan. Et même encore au mois de Iyar, le mois d'après, si on n'a vraiment pas pu la faire, alors on pourra encore la faire tant qu'il y a des fleurs sur l'arbre. Un autre point à présent, la cachérisation des ustensiles à Pessah. Vu qu'on est limité dans le temps, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de cachérisation. Il faut savoir que dans l'année, on mange dans des ustensiles où il y a forcément du chametz. Et donc, les ustensiles absorbent du chametz. Chaque ustensile en fonction de son type, de son matériau, etc. Et donc, il faudra absolument qu'on puisse faire sortir ce chametz si on va cachériser, qu'on ne va pas utiliser une autre vaisselle ou d'autres kélim. Celui qui a la possibilité d'avoir un autre set de vaisselle ou un autre set de marmite, etc., c'est l'idéal. Mais celui qui ne peut pas, alors bien entendu, il devra cachériser. Une règle générale sur la cachérisation des ustensiles, Erchero Kederer Tashmicho. En général, la cachérisation de l'ustensile va se faire en fonction de l'utilisation de l'ustensile. Si c'est quelque chose qui s'utilise avec du feu directement, alors la cachérisation elle va se faire avec du feu, etc., etc. Ça, c'est des notions générales. Il faudra se reporter bien évidemment à des guides ou à son rave ou à des choses vraiment précises. On ne peut pas s'amuser avec ça, on ne peut pas rigoler avec ça. Le issour de manger du chametz à Pessah est quelque chose de très très important. Et donc, il y a des fiches pratiques qui existent qu'on peut trouver en fonction de chaque matériau, en fonction de chaque ustensile, etc. Et on ne pourra pas maintenant rentrer dans les détails de tout ça. Seulement, il faut savoir que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être pointilleux. Et on ne peut pas se tromper. Pareil pour la cachérisation de tout ce qui est plan de travail, évier.
etc. Au niveau de la cache-route elle-même, pareil, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il faut savoir qu'il faut des hashgarot spéciales à Pessah où c'est marqué Kacher les Pessah pour être tranquille. Et c'est quelque chose qui est vraiment également à prendre euh, au sérieux. Par rapport au kit Niyot, juste pour dire un mot par rapport à ça, souvent on voit 100 kit Niyot, 100 kit Niyot, c'est quoi les kit Niyot? Alors il faut savoir que le riz et tous les kit Niyot en fait c'est les légumineuses comme les pois chiches, les petits pois, les lentilles, etc., ne sont pas du tout chametz et il n'y a aucune interdiction de les manger à Pessah. Cependant, il y a quelques centaines d'années, je traduis directement, hein, ce soir vous avez remarqué, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, tenir notre timing. Seulement, il y a quelques centaines d'années, les champs de blé étaient à proximité des champs de légumineuses, de kitniot. Et donc, des fois, il y avait un grain de blé qui pouvait arriver dans le champ de légumineuses. Et comme pas tout le monde était capable de vérifier si c'est bien que des légumineuses, s'il n'y a pas un grain de blé qui s'est glissé, etc. Et c'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois qu'ils ont retrouvé un grain de blé dans un plat de légumineuses. Alors, ils ont décidé qu'ils interdisaient complètement. Et donc, c'est pour ça que dans les endroits où il y avait des Ashkenazim, des Artsot Ashkenaz, alors ils ont pris cette roumra-là de ne pas manger des kitniot, de peur qu'ils n'arrivaient pas à bien trier les choses. Et donc, ils ont dit qu'on faisait comme ça. Donc, ça vient de là, les kitniot. Et chacun fera en fonction de son minag, bien entendu. Si quelqu'un a le minag de ne pas manger des kitniot, alors c'est quelque chose à prendre au sérieux. Il y a aussi des keilotes il n'y a pas que des Ashkénazes, il y a aussi des keilotes du Maroc, certaines keilotes, etc., qui ont pris aussi sur eux de ne pas manger des kitniyot. Après, il y en a qui sont montés en Israël. Donc en Israël, ils ont pris l'avis du Shulchan Aruch Marad et Atra qui lui permet de manger des kitniyot, etc. Donc chacun fera en fonction de son minag par rapport au Kitniot. Le but n'est pas de faire des débats ou des bagarres ou des histoires. Il faut juste comprendre ce que c'est, comprendre quel est son minag et être clair là-dessus. Très bien. On a aussi la matzah ashira. On sait que la matzah ashira, c'est qu'il est permis en fait de cuire des gâteaux de matzah, donc ce qu'on appelle de la matzah ashira. C'est à partir de farine de blé. Sauf qu'au lieu de faire cette pâte-là avec de l'eau, on ne la fait pas avec de l'eau et on la fait soit avec du jus de fruits, avec de l'huile, avec du miel, avec du lait, avec des œufs, etc. Sans la moindre goutte d'eau. Et donc ça, ce sera permis. Et donc on fait comme ça. On fait des gâteaux parce qu'on considère que les mépérotes ne sont pas marmitim et qui ne vont pas donc rendre chametz et donc il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on va trouver des gâteaux à l'orange, etc. D'ailleurs, par rapport à tous ces gâteaux, parfois il y a souvent des gâteaux, beaucoup de gâteaux même, à Pessah, qui ne sont pas des gâteaux maisonnotes, mais qui sont des gâteaux qui vont être chez Akol, bizarrement. Donc il faudra regarder, c'est la plupart du temps marqué sur le tampon de la Hashgacha, il y a marqué bet, point. Bet, point, ça veut dire la bracha chez Akol. Donc, par exemple, la bracha est chez Akol. Donc, ça, c'est aussi à vérifier pour ne pas se tromper. Euh, Une seconde. Je verrai après hein, les questions qui sont dans le chat pour continuer à faire d'une traite. Chez les Ashkenazim, ils sont un peu plus rigoureux avec cette matzah ashira faite à partir de jus de fruits ou autre. Et ils donnent ça vraiment que à une personne qui est malade ou à une personne âgée ou à des petits-enfants éventuellement. Ok. Concernant les autres, mais donc il faut idéalement tout acheter avec une cache-route spéciale pour Pessah. Ça peut être tout ce qui est pitsoukrim, donc les pistaches, les amandes, etc. Parce que des fois, on mélange ça avec avec le sel, on mélange aussi avec un peu de farine, et donc il peut y avoir un risque de fermentation, donc c'est un problème. Donc ça aussi, il faut une ashgacha. Euh, Après, on a une règle, c'est un point qui est intéressant. Tout ce qui n'est pas mangeable, consommable par un chien, à la veille de Pessah, c'est à ce moment-là qu'on va fixer le statut de la chose, alors on a le droit d'en profiter à Pessah. Donc, par exemple, des produits cosmétiques, du cirage ou des produits des produits d'entretien ménager, produits de nettoyage. Alors, même s'il n'y a pas d'ashgacha spécial pour Pessah, ça sera permis de les utiliser parce que le goût est détérioré et que ce n'est pas consommable par un chien. Et donc, il n'y aura pas de problème. Par exemple, un déodorant, du cirage, etc. Un chien ne mange pas ça. Le ta'am est donc pas goût détérioré. Et donc, on pourrait prendre ça sans aucun problème, sans asgacha spécial de Pessah. Euh, pour ce qui est des assiettes en carton, des fois, il y a des produits qu'on met qui peuvent être à base de chametz. Donc, ça peut être un problème. Le dentifrice, pareil, un chien ne mange pas de dentifrice. Donc, il n'y a pas de problème de manger
de prendre un dentifrice qui n'a pas de cache-croûte de Pessar. C'est mieux celui qui peut, mais il n'y a pas d'obligation. Par contre, si c'est un dentifrice pour enfants, par exemple, qui a un goût de fraise des bois, qui peut avoir un bon goût et donc un chien pourrait arriver à manger, alors là, il faudra un Airshare spécial. Les médicaments qui sont faits sans Ashgacha spécial pour Pessah, et on peut avoir une crainte qu'on mélange dedans du Hametz, et le goût de ces médicaments est pas goût mais est détérioré, donc ils n'ont pas de bon goût. Par exemple, un comprimé en général, un Doliprane, ça n'a pas de bon goût. Alors, on aura le droit de les prendre pour un malade qui est alité. Il est alité, donc il a vraiment besoin de ce médicament. Et même s'il n'y a pas de danger pour ce malade-là, euh, on pourra quand même lui donner ce médicament-là, encore une fois, parce qu'il n'a pas de bon goût. Mais il faudra aussi qu'il ne profite pas au niveau de son palais, il ne faudra pas qu'il profite de ce truc-là, de ce médicament. Donc, s'il n'a pas de goût, on pourrait, par exemple, lui donner un comprimé. Par contre, s'il sent un petit goût et qu'il va tirer un profit, comme par exemple des pastilles à sucer ou du sirop, etc., alors là, ce sera un problème. Aujourd'hui, la plupart des médicaments ne sont pas Hametz parce qu'ils sont faits à partir de amylane, ce qu'on appelle amylane, qui est une base de kitniot, de légumineuses. Et même s'il y a dedans, il y a un peu de Hametz qui a été mélangé, alors dans tous les cas, on a dit c'est pas mangeable par un chien. Et dans le cas où c'est pas mangeable par un chien à la veille de Pessah, alors on autorisera de les prendre à un malade pour lequel il n'y a même pas forcément de danger. Il pourra les prendre. Et également quelqu'un qui a un traitement récurrent fixe, alors il pourra continuer de prendre son traitement fixe, encore une fois, si le goût n'est pas un bon goût et qu'on va pas profiter de ce goût. Celui qui prend des médicaments pour des problèmes de santé, comme par exemple de l'hypertension, du diabète, des problèmes de cœur, de rein, etc., alors il n'a pas le droit de changer son traitement fixe. Même s'il y a un traitement de remplacement qui est cachère l'épaissard, encore une fois, on est dans le cas où il n'y a pas de goût, retenez bien ça, dans le cas où il n'y a pas de goût, on lui interdit de changer son traitement, même s'il y a un médicament qu'il va pouvoir prendre en remplacement qui est cachère l'épaissard, parce que le changement de médicament, le changement de traitement peut entraîner des mauvaises conséquences, et donc on ne va pas prendre ce risque-là, et donc dès lors que le médicament n'aura pas un goût agréable, il pourra continuer, et il devra continuer à prendre son traitement. Maintenant, si on est dans le cas d'un malade pour lequel il y a une sakana, il y a un danger, et maintenant il a besoin d'un médicament dans lequel cette fois il y a un goût, mais d'un côté c'est un malade pour lequel il y a un danger, alors quand il achètera ce médicament, il aura pour intention explicite qu'il ne veut pas profiter du Hametz qui est dans ce médicament-là, et il le cachera pour se faire discret avec, et il pourra le prendre à chaque fois qu'il en aura besoin, et ça sera bien qu'il le mélange avec quelque chose d'un petit peu amer pour ne pas profiter du goût. On passe maintenant dans un autre registre. Issour Hachet Hametz. On a marqué dans la Torah, écrit dans la Torah, Shivat Yamim Seor Lo Imatze Bevatechem, donc 7 jours durant du Seor ne sera pas trouvé dans vos maisons, qui Kolochel Mechmetzet ou Venir Chreda Nefeshaï, tout celui qui mangera quelque chose qui aura fermenté, alors son âme sera retranchée, c'est Chayav Karet, retranchement de l'âme, un Nefeshaï, mais Adat Israël, Kager ou Bezacharetz, etc. Et également, après, il est écrit Matzot Yachel et Tivatayamin, des matzot vous mangerez durant 7 jours. Velo Yera Elecha Chametz, Velo Yera Elecha Seor Bechol Gebulecha, également ne se fera pas voir du Chametz chez toi, etc. Vénéemar Od, et encore un autre passouk où il est dit Tashbitu Seor, Mi Baterem, vous détruirez le Chametz qui se trouve dans vos maisons. Alors, de ces différents psukim-là, on apprend quoi? On apprend qu'on a l'interdiction de garder du Hametz dans notre possession, dans notre réchoute, pendant Pessah, et celui qui garderait du Hametz dans sa possession pendant Pessah, il annule un commandement positif de la Torah qui est Tashbitu Seor Bibatechem, donc de détruire le Hametz de vos maisons, donc il ne fait pas cette destruction, donc il annule un commandement positif, et également il transgresse le commandement négatif de Lo Yerael Echa Hametz, il ne se fera pas voir du Hametz, donc ne sera pas en ta possession dans ton domaine du Hametz, donc quelqu'un qui aurait du Hametz transgresserait ces deux interdits, un commandement positif et un commandement négatif. En dehors de ça, on a un troisième interdit qui est l'interdiction directe de consommer du Hametz à Pessah. Et donc voilà, on a trois choses. On a l'interdiction de consommer du Hametz, l'interdiction de posséder du Hametz qui est à nous, qui peut être ici, chez nous. Et troisièmement, le commandement positif de détruire le Hametz qu'on aurait en notre possession. Euh, Très bien.
Quelqu'un qui aurait transgressé, qui aurait du Khamet chez lui pendant Pessah, ce Khamet est interdit à tout profit. On ne pourrait même pas le donner après Pessah à un animal, puisque c'est une punition qu'on lui donne. Il a transgressé, c'est un Khamet sur lequel Pessah a été passé, donc ça n'a pas été conforme, et donc on ne pourra jamais utiliser ce Khamet. Au niveau du nettoyage de la maison, il faut bien nettoyer toutes les pièces de la maison, etc., etc., etc. Vider les poches des habits, la cuisine, le frigo, la voiture, tous les endroits où, en fait, où on aurait pu rentrer du Hametz. Et le Harizal nous dit, Kolanizar ou shel Hametz bepessar, tout celui qui est vigilant, ne serait-ce que sur un machéou, même une toute petite goutte, une petite quantité de Hametz à Pessar, celui qui est vigilant sur ça, alors, Muftach lo shelo yecheta kolashana, on lui promet qu'il ne faudra pas toute l'année. Benachat ou besimcha, joyeusement, sereinement. Il faut savoir que même si souvent les femmes se fatiguent énormément au ménage de Pessah, il faut savoir que l'abdika du Hametz qu'on va faire à la veille de Pessah, c'est une bdika de Hametz. C'est pas une bdika de poussière, c'est ce qui marque ici sur un ton un peu humoristique mais très sérieux. Et donc, le but n'est pas d'aller chercher les poussières de Hametz, etc., etc. Il faut faire un nettoyage, oui. On en profite souvent pour faire notre nettoyage, entre guillemets, de printemps, mais il ne faut pas que ça soit au prix de perdre ses nerfs, au prix de perdre son contrôle, au prix de devenir fou et d'exagérer. Et sans parler le fait d'arriver après, au niveau de la fête, au niveau du CEDER, etc., tendu, énervé, stressé, à bout de souffle, à bout de force, etc. Donc voilà. D'ailleurs, il y a un Rav qui disait qu'il y a la fête de Pessah et il y a aussi la fête qui est les 2 semaines avant Pessah. Ces 2 semaines-là avant Pessah, il faut vivre ça aussi comme une fête, même si c'est difficile. Mais c'est oui, ça doit être des bonnes ambiances, ça doit être des bonnes ondes, ça doit être des bons moments qu'on passe en famille avec chacun qui aide à droite, à gauche, des courses, des choses à faire. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de préparer une fête, on n'est pas en train de préparer une angoisse. Et donc même cette préparation à la fête doit être faite de manière joyeuse, sérieuse mais joyeuse. Le mari, bien entendu, il devra aider, encourager, aider, le mot aider, les saïrs étant gros ici, il devra aider sa femme dans tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Le Rambam écrit que nos Chachamim nous ont dit que l'homme doit honorer sa femme encore plus que lui-même et il doit l'aimer comme lui-même. Et il devra la gâter, l'encourager, amener des gens si c'est possible pour l'aider, etc. Très bien. Ve'afta l'ereach hakamocha, donc ça rentre complètement le fait d'aider sa femme, par exemple, ça rentre complètement dans le fait de d'aimer son prochain comme soi-même, un commandement positif de la Torah qui est donc une obligation, une mitzvah à part entière. Souvent, on a la facilité, et je parle pour moi le premier, bien entendu, à vouloir et à être motivé pour aider ailleurs, faire des choses un peu originales, sympathiques, etc., avec d'autres gens. Mais chez soi, on est un peu plus détente, plus tranquille, alors qu'il ne faut pas oublier que le principal, c'est chez soi. Le premier recette qu'on doit faire, c'est avant tout chez nous et ensuite seulement chez les autres. Et si on ne peut pas le faire partout, alors, puisque forcément le temps est limité, on devra donner priorité à notre intérieur. Et ça, c'est considéré bien entendu comme une mitzvah de Ve'ahavta l'erach hakamocha. On accomplit un commandement positif de la Torah et donc on ne doit pas se tromper dans l'ordre des priorités. Si on a des gens chez nous qui nous aident, des serviteurs, enfin des serviteurs, des femmes de ménage, etc., il faut absolument les respecter. Je résume, hein, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Bien leur parler. Le Rambam nous parle beaucoup de ça. Et même si c'est des goïms, alors il faut leur parler d'une manière convenable, ne pas les prendre pour nos chiens ou pour nos esclaves, les respecter, etc., sans parler que ça produit soit un kiddush Hashem, soit un chilul Hashem, en fonction de notre comportement. Au niveau des livres, on n'a pas d'obligation de vérifier chaque livre pour voir s'il y a des miettes de pain qui sont tombées. Même si c'est possible qu'on ait étudié dans nos livres et qu'il y a un peu de pain, on n'a pas d'obligation d'aller vérifier chaque livre, chaque page, etc. Et on pourra ouvrir ces livres pendant Bézard, il n'y a pas de problème. Seulement les birkat, comme souvent ils sont au contact du Hametz, alors il faudra bien les nettoyer. Euh, une seconde. Si on a un doute sur des aliments dans lesquels il peut y avoir un mélange de Hametz, etc., alors il faut demander à son Rav. Il faut toujours avoir un Rav et s'y référer. Et c'est très important. Un autre point maintenant, la vente du Hametz. Donc, comme on a dit, on n'a pas le droit de laisser de Hametz dans notre possession. Euh, Même si on va l'annuler sur Hametz avec le bitoul qu'on va faire, on n'a pas le droit de le voir en fait sur Hametz. Donc, ça serait un problème et donc il faut absolument qu'il soit rangé. Et on va rentrer un peu plus dans les détails. Maintenant, euh,
si le Hametz ne nous appartient plus, alors on n'a plus ce problème, parce que tout le problème, c'est quand on a du Hametz qui nous appartient à nous. Mais quand je fais cette vente du Hametz, alors le Hametz va appartenir à un goy, et donc je vais quand même le ranger dans une armoire, fermer l'armoire, idéalement mettre un scotch dessus, ou une armoire, un papier pour écrire que c'est vendu, Hametz, etc. Mais en tout cas, comme il n'est plus dans ma possession, alors je n'ai plus de problème de transgresser cet interdit. Pour faire cette vente du Hametz, il faut absolument passer par des gens compétents. Donc aujourd'hui, bah, on a beaucoup d'institutions partout dans le monde qui s'occupent de ça de manière sérieuse. Et on ne peut pas se dire soi-même, bah, moi je connais un goy, je vais faire ma petite vente avec lui, je vais m'organiser. Non, il y a beaucoup de détails et on ne peut pas s'amuser à ça. Et donc il faudra faire la vente comme il faut. Euh, On voit que dans les dernières années, il y a des formulaires de vente du Hametz qui ont été écrits où il y a marqué endroit où on stocke le Hametz, Makom Irsoun, où va être stocké le Hametz. Alors, il nous dit ici, selon Rav Ovadia Yosef, Ayoter Nechon Shelo Lirtov et Tofes Amecher Makom Irsoun. Il vaut mieux ne pas noter ce Makom Irsoun là, ce détail-là, et ne pas détailler les endroits où on met le Hametz, mais de faire une manière générale. Et par cela, on va vendre le Hametz dans tous les endroits où il est chez nous. Bien sûr, on va noter l'adresse de notre maison. Même si on est locataire, c'est à nous hein, de vendre notre Hametz. Et en tout cas, selon Rav Ovadia, on ne détaillera pas les endroits, on mettra juste qu'on vend notre Hametz avec notre adresse, notre nom, nos coordonnées, etc. Euh, Concernant le fait de manger du Hametz qui a été vendu pendant Pessah, il nous ramène ici beaucoup, beaucoup de rabbanim comme Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin, le Baal Tzemar Tzedek, etc., qui ont montré eux-mêmes qu'ils mangeaient le Hametz après Pessah, le Hametz qui avait été vendu conformément à la halakha pendant Pessah, il n'y a aucun problème. Et on ne peut pas commencer à dire, ouais, mais ça c'est du Hametz qui a été vendu pendant Pessah, moi je ne mange pas ça. Il dit même qu'il y a une crainte ici de Yohara, donc d'orgueil en quelque sorte. C'est complètement permis de manger du Hametz du moment qu'il a été vendu comme il le faut. Et donc, il n'y a aucun problème à ça. Au niveau du timing, donc il faut s'empresser de faire cette vente. De toutes les manières, la vente ne prend effet qu'au dernier moment. Donc, il n'y a aucun problème de la faire en avance. Ne pas attendre le dernier moment pour faire cette vente du Hametz. Et la limite, ça sera l'heure jusqu'à laquelle on peut profiter du Hametz. C'est la veille de la fête, à la 5e heure. Donc, j'ai pas l'horaire ici, ça dépend des endroits. Mais en tout cas, il vaut mieux ne pas attendre ce dernier moment. Même si quelqu'un n'a pas de Hametz qu'il garde chez lui, il faudra quand même faire cette vente du Hametz parce que des fois, c'est possible qu'on en ait laissé dans un endroit et qu'on ne le sache même pas. Et donc, par précaution, on fera cette vente. Il ne faudra pas vendre les ustensiles directement parce que si on vend les ustensiles, alors, au jour où on les récupère, bah, c'est comme si on achetait ces ustensiles d'un goy et donc il faudrait les tremper au mikvé. Et donc, c'est une belle galère. Et donc, on ne dira pas qu'on vend les ustensiles, mais qu'on vend bien le chametz. Mais de toutes les manières, comme on a dit selon Rav Ovadia, qu'on ne spécifie pas tous les endroits, dans tous les cas, on ne va pas rentrer dans ce problème. On va dire voilà, vend du chametz, mon nom, mon adresse, et c'est terminé. On peut faire la vente aussi pour quelqu'un d'autre. On sait que quelqu'un, par exemple, un ami, un parent, etc., ne va pas faire la vente du Hametz. On peut faire la vente pour lui. Le mieux, c'est de l'informer et qu'il nous nomme comme chaliar pour lui, comme envoyé pour lui. Mais si il sait que ça va faire des histoires ou que ça va pas marcher ou quoi, on peut vendre pour quelqu'un parce qu'on a un principe qu'on a la possibilité. Et Efchar les akot les adam chez l'obidarato, on peut faire mériter quelqu'un sans qu'il le sache. Je lui fais un cadeau. Je ne suis pas en train de venir lui retirer, lui prendre quelque chose. Je suis en train de lui donner quelque chose, de lui offrir un service. Et donc, je pourrais le faire. Encore un point important, après Pessah, comme vous le savez, on n'a pas le droit, donc on a dit de profiter, même de donner à un animal, du Hametz sur lequel serait passé Pessah, donc de manière assourde. Donc si il y a un endroit qui n'a pas vendu son Hametz, on ne peut rien faire avec ce Hametz, on ne peut pas en profiter. C'est pourquoi, après Pessah, il sera impératif de vérifier les endroits où on va acheter du Hametz. Quand je vais acheter du Hametz dans une macolette, par exemple, ici en Israël, il faut que je m'assure qu'elle ait une Teudat, un Ishur Mechirat Hametz. Je m'assure que tout le Hametz qu'elle avait a été vendu pendant Pessah, et comme tout a été fait conformément, j'ai le droit d'en profiter après Pessah. Si cette vente n'a pas été faite, c'est un problème, je ne peux pas acheter là-bas. En France, on a également ce même problème à l'identique. C'est pour ça que souvent, on publie les listes des magasins dans lesquels le propriétaire est juif, parce que le problème ne commence que si le propriétaire est juif, sinon il n'a pas d'interdiction d'avoir du Hametz à Pessah. Si le propriétaire du magasin est juif et qu'il n'a pas fait la vente du Hametz comme il faut à Pessah, je ne peux pas acheter ce Hametz pendant une certaine période qui est la période de renouvellement des stocks où on va considérer que c'est bon, il a renouvelé son stock. Je crois que c'est 40 jours, mais ça, c'est à vérifier. Et c'est pour ça que souvent, après Pessah, on voit une liste des magasins où on nous dit voilà, tel endroit a bien vendu son Hametz à Pessah, ce supermarché G20 à telle rue, le propriétaire est juif, il a bien vendu son Hametz à Pessah, on peut acheter chez lui après Pessah. Tous les autres, on ne pourra pas acheter pendant ce laps de temps et c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux.
Shabbat Agadol, bah, c'est le Shabbat qui est avant, juste avant Pessah. On va pas rentrer dans les détails de ça parce que on n'a pas le temps, mais sachez que c'est le Shabbat Agadol, parce qu'il y a eu un grand miracle qui a été fait à ce moment-là où ils ont pris comment on dit, un agneau. Je sais pas si c'est un agneau ou une seconde. En tout cas, ils ont pris le Corban Pessah, j'ai oublié comment on dit en français la bête que c'était. Et après, ils ont fait avec ce Corban qu'ils ont fait, ils ont mis du sang sur les linteaux, ils ont été épargnés de la peine des premiers-nés, etc. Il y a eu un grand miracle parce que les Égyptiens ont tremblé à ce moment-là et ils n'ont rien pu faire, etc., etc., etc. Bdika Trametz, concernant la Bdika, on va accélérer un peu le rythme parce qu'on a surtout le Seder à voir. Le Seder, ça va durer 10 minutes, mais voilà. Enfin, le soir de Pessah, ça va durer beaucoup plus que 10 minutes, mais ce qu'on doit voir ce soir, ça va durer une dizaine de minutes. Au niveau de l'abdikat Hametz, euh, on a l'habitude, donc la veille de Pessah, donc le 14 Nissan au soir, immédiatement à la sortie des étoiles, on fait l'abdikat Hametz. On fait d'abord la prière de Harvit, on refait le schéma si on a fait Harvit quand il faisait jour, on fait d'abord le schéma parce que c'est quelque chose de fréquent, de régulier, et ensuite on fait l'abdikat Hametz immédiatement. Les femmes aussi ont l'obligation de faire cette 10 Hametz, et donc on l'a fait en général en famille. Euh, ok. Au niveau des préparatifs pour la 10 Hametz, on a l'habitude de préparer 10 morceaux de pain. Donc idéalement, il ne faut pas traîner, ça veut dire qu'il ne faut pas étudier, il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire de mélachot, etc. Il faut directement commencer la 10 Hametz sans attendre. On prépare 10 morceaux de pain, bien emballés, dans du papier, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas le mettre dans l'alu. Pourquoi? Parce que l'alu, ça ne brûle pas et après, on va galérer pour le lendemain pour le brûler. On répartit ces morceaux de pain, on fait attention quand même qu'on note où on les met pour ne pas se tromper idéalement. Et ensuite, on démarre l'abdikat Hametz. Il y en a qui ont l'habitude de prendre un couteau, il y en a qui ont l'habitude de prendre une plume, il y en a qui ont l'habitude, bon, il y a différentes habitudes à ce niveau-là, mais l'essentiel, c'est de faire sa bdikat Hametz. On prend en général aussi un petit bol, une petite assiette dans lequel on va mettre les morceaux de pain. Ok, on prend une bougie pour faire la bdikat Hametz. On ne prend pas une torche, donc pas une bougie avec plusieurs mèches, mais une bougie avec une seule mèche, parce qu'une seule mèche, c'est ça qui nous permet de bien aller dans les coins, de vérifier. S'il y a une flamme trop grosse, on va avoir peur de trop s'approcher. Donc c'est pour ça qu'on prend une bougie avec une seule mèche. Et celui qui n'a pas de bougie, bah, il fera avec une lampe. Ok. Il ne faudra pas éteindre la lumière électrique, l'électricité pendant l'abdika, mais au contraire, multiplier la lumière. Donc ça, c'est une erreur d'éteindre la lumière. Il faut multiplier la lumière pour bien voir effectivement s'il n'y a pas de tramette, de faire cette bdika. Au passage, l'abdika, en général, on sait très bien qu'on n'a plus de tramette chez soi, à part les petits morceaux qu'on vient de mettre pour le fun, on va dire, ou pour le minag en tout cas. Mais Rav Aaron Boudboul, qui est le genre du Rav Ovadia Yosef, que j'entendais à la radio il y a quelques jours, il donnait un exemple que j'ai bien aimé. Il dit oui, cette Jika, on sait très bien qu'elle va bien se passer, mais elle est quand même indispensable. Et il donnait un exemple, il dit par exemple une usine où on construit des voitures, ben, il y a plein de postes pour construire la voiture, et à la fin, la dernière étape, c'est le contrôle qualité. On sait que la voiture, ça y est, elle est bien faite, mais il y a quelqu'un qui va venir, qui va ouvrir les portes, le coffre, les lumières, le klaxon, etc. et qui va vérifier que tout se passe bien. Et donc, dans la très très grande majorité des cas, bah, tout se passe bien, mais pourtant, ça n'empêche pas que cette vérification de contrôle qualité est indispensable. Donc, c'est un peu ça l'idée de l'abdikat Hametz. Avant la bracha, l'abdikat Hametz, on fera la bracha, donc, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, al biur Hametz. Al biur Hametz, donc biur Hametz, c'est brûler le Hametz. Alors, on pourrait se dire pourquoi on fait la bracha de brûler le Hametz alors qu'on est en train de faire l'abdika et que le brûler le Hametz, ça va être que demain. Alors, il faut savoir que l'abdika, ce n'est pas l'essentiel de la mitzvah. Parce que quelqu'un qui ferait juste l'abdika de Hametz sans brûler le Hametz le lendemain, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et l'objectif, c'est le brûler le Hametz qui n'est que le lendemain. Et donc, la bracha est tournée dès maintenant vers l'objectif de l'abdika. Également, il est interdit. On accélère. On accélère. Il est interdit de parler entre la bracha de l'abdika et le début de l'abdika. Même si c'est quelque chose qui concerne la bracha. Donc, l'abdika. Dès qu'on fait la bracha, on commence immédiatement sans interruption. Ok.
Maintenant, même quand on a commencé l'abdika, donc on a fait la bracha, même quand on a commencé, alors là aussi, il faut essayer de ne pas trop parler, sauf si c'est quelque chose qui concerne l'abdika. Dès lors qu'on a commencé, alors ça y est, on peut parler, mais de quelque chose qui concerne l'abdika, sinon, il vaut mieux s'abstenir de parler. Et donc, on vérifiera les différents coins, les armoires, etc. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est une belle mitzvah. Il y avait des tzadikim qui prenaient beaucoup de temps pour faire cette bdika-là. Il faut aussi vérifier toutes les pièces. Il faut aussi vérifier la voiture. Il faut vérifier son bureau. Il faut vérifier tout ce qu'on doit vérifier. Sauf si on a vendu l'endroit, bien entendu. Quelqu'un qui a vendu son bureau, bah, il n'a pas besoin de le vérifier avec la vente du Hametz. S'il y a des enfants, bah, les enfants peuvent venir et il peut envoyer plusieurs personnes vérifier dans différentes pièces. Il n'y a pas de problème. Celui qui a une voiture, donc dès qu'il termine l'abdika dans la maison, il va aller vérifier la voiture. Euh, Très bien. Une seconde. Si donc il veut être aidé par d'autres personnes pour faire cette Bika Trames, il faudrait que les gens soient au moment de la bracha, il faut qu'ils soient là, qu'ils aient l'intention d'être acquittés par la bracha et qu'ensuite ces différentes personnes aillent chercher, aillent chercher dans la maison. Ok. Un balabaï qui n'est pas chez lui et qui ne peut pas faire la bracha, il peut nommer quelqu'un qui va faire l'abdika Trames à sa place. Et donc le balabaï ne fera pas la bracha, mais ça sera le shaliach, l'envoyé, qui fera la bracha, puisque c'est lui qui fait la mitzvah. Et par contre, le fait d'annuler le Hametz, ce qu'on dit là, les phrases, alors ça, il faudra que ce soit le Baal Habaït qui le dise. Euh, Très bien. Une seconde. Celui qui a un magasin ou un bureau, par exemple, ben, il doit faire la vérification. Maintenant, quand on fait l'abdika à la maison, on fait la bracha et on acquitte directement pour la voiture qu'on va aller vérifier après, le magasin qu'on va aller vérifier après, il ne faudra pas parler, il faudra enchaîner tout ça. Si maintenant le bureau ou le magasin il est trop loin de sa maison et qu'il y a un esserdat, donc un détachement de l'esprit à ce moment-là, alors quand il fait la bracha à la maison, il pense à acquitter que la maison et ensuite il refera à nouveau la bracha dans son magasin, encore une fois, s'il n'a pas, s'il n'a pas fait s'il n'a pas vendu son bureau. Très bien. Ok. Le bitul chametz maintenant. Quand on a fini l'abdika, on va annuler le chametz. Euh, de peur qu'il nous reste encore dans notre possession du chametz qu'on n'a pas vu. Au travers de l'abdika, on n'a pas vu. Il y a un petit morceau de pain qui est resté quelque part, on l'a jamais vu. Et donc ce bitul, le fait d'annuler, en fait, de montrer clairement qu'on considère comme rien ce chametz-là, c'est quelque chose de très important. Et ce qui est super important, c'est de comprendre ce qu'on dit dans ce bitul. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, ça vaut zéro. Et donc on rentre dans un problème d'avoir du chametz à Pessah. De base, cette phrase, eh ben, elle est en araméen. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent l'araméen. Donc, il faudra la dire en hébreu pour ceux qui parlent l'hébreu, en français pour ceux qui parlent français. Il faut absolument la comprendre, c'est très, très important. Euh, ok. Donc, c'est des textes qu'on ne va pas réciter maintenant, mais voilà, il y a une phrase à dire. Et en gros, on dit que tout Hametz qui se trouve en ma possession, que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas ou que je n'ai pas brûlé, soit annulé et considéré comme poussière et inexistant, etc., etc. Donc il faut absolument comprendre cette phrase. Ensuite, après l'abdika, on met de côté ces petits morceaux-là et on fera attention que personne ne va les prendre pour les disperser dans la maison. Le lendemain, on a le bio Khamet. Donc, d'après la Torah, il est interdit donc de profiter du Khamet le 14 Nissan à partir du Khatzot Hayom, donc la fin de la 6e heure. Il faudra voir, c'est des horaires qui sont expliqués et clairs à chaque fois. Et les Chachamim ont mis une barrière à ça. Ils ont interdit 2 heures avant ça de profiter du Hametz, donc à la fin de la 4e heure. Pareil, c'est un horaire en fait qu'on retrouve, cette heure d'interdiction de la consommation du Hametz. Et également, on n'a pas le droit de profiter du Hametz comme de le vendre à un goy ou de le donner à des animaux, etc. à la fin de la 5e heure. Donc il y a fin de la 4e heure, fin de la consommation, fin de la 5e heure, fin du profit du Hametz. C'est pour ça qu'on a toujours 2 horaires dans les calendriers. Ensuite, on nettoie bien sa bouche, on prend des nouvelles brosses à dents si on en a acheté, ou il faut acheter des nouvelles brosses à dents, idéalement.
Et ensuite, ça y est, on consomme plus de Hametz. Maintenant, ce Hametz, on va concentrer tout ce qui nous reste comme Hametz, on va le brûler au feu. Et donc, on va appliquer par cela la mitzvah de Tashbitu Seor Mibatechem. Vous éliminerez le pain de chez vous. Et donc, c'est par cette mitzvah-là qu'on va accomplir ce commandement positif. Et c'est également bien de les friter un petit peu pour que ça brûle bien. Il faut que ça brûle vraiment complètement, comme du charbon. C'est très, très important. À partir du moment où fin de la quatrième heure est arrivée, donc l'heure d'interdiction de consommation du Hametz, c'est à partir de ce moment-là qu'on nous dit go, c'est parti, il faut brûler le Hametz, et on a donc jusqu'à la fin de la fin de la consommation du Hametz, donc c'est à peu près une heure, c'est pas une heure exacte parce que c'est une heure zmanite, mais encore une fois, c'est des heures qu'on trouve sur le calendrier. Fin de la consommation du Hametz et fin du profit du Hametz. En fait, fin du profit du Hametz, c'est la fin de l'heure limite pour brûler son Hametz. Après qu'on ait brûlé le Hametz, on l'annule à nouveau, comme la veille, comme ce qu'on avait fait, et il faudra qu'il soit bien brûlé, etc., comme on a dit. Et on va dire encore une fois ce texte-là, qui sera d'ailleurs un petit peu différent le jour, où on dira donc Kol Chamira des Kabir des Chazité ou de la Chazité, des Vérité ou de la Vérité, Livtil Veleve Kafra des Ara. Donc tout Chametz et le vin qui se trouve à la possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai brûlé ou que je n'ai pas brûlé, alors qu'il soit annulé complètement comme la poussière de la terre. Une seconde. Le soir, on dit juste le Hametz que je n'ai pas vu. Alors que le lendemain, on dit le Hametz que j'ai vu, le Hametz que j'ai pas vu. Le, pardon, le soir, on dit le Hametz que j'ai pas vu dans le texte, alors que le lendemain, on dit le Hametz que j'ai vu et que je n'ai pas vu. Parce qu'en fait, le soir, il lui reste encore du Hametz. Peut-être qu'il va manger un repas avec du pain, et donc il n'a aucune intention d'annuler le Hametz qu'il a vu, parce qu'il sait qu'il s'est gardé quelques tranches de pain pour manger ce soir. Donc il annule que le Hametz qu'il n'a pas vu, au cas où il a oublié un petit morceau de pain dans sa chambre qu'il n'a jamais vu et dont il n'a pas connaissance. Alors que le lendemain, ça y est, il n'y a plus de consommation du Hametz. Donc même le Hametz qu'il a vu, il est censé aussi l'annuler, puisque là, il n'y a plus aucun Hametz. Et donc c'est pour ça que le lendemain, on dit que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Pareil, il faudra que ça soit dit dans un langage qu'on comprend. C'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Ok. Le jeûne des premiers-nés, en deux mots, c'est en souvenir donc du miracle qui a été fait aux premiers-nés juifs qui ont donc été sauvés par Akadosh Baruch Hu, alors que les premiers-nés égyptiens sont morts. Aujourd'hui, les générations sont faibles, donc on a l'habitude de ne pas faire ce jeûne parce que ça nous affaiblit et on peut faire moins de choses au final. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'habitude de participer à une Seudat Mitzvah, comme par exemple le Sioum d'une Maseret, la conclusion d'un traité. Et donc, par cela, on est acquitté. Il faut absolument comprendre une idée du Sioum, il faut l'entendre, pas juste faire n'importe quoi. Et aussi participer à la Séouda qu'on fait et manger sur place. On ne peut pas prendre des gâteaux et les ramener à quelqu'un qui n'a pas écouté le sioum et on lui dit tiens, mange les gâteaux, c'est les gâteaux du sioum. Ça ne fonctionnerait pas. Il faut manger aussi au moins un kazaït de ce qu'il y a à manger pendant ce sioum sur place pour pouvoir être acquitté. Donc ça, c'est pour les premiers-nés. Il faut entendre le sioum. Il faut comprendre le sioum, etc. De toutes les manières, en général, les premiers-nés savent comment doivent faire. Ok. On a l'habitude que le père jeûne pour son fils qui est premier-né, qui n'est pas encore arrivé en âge de bar mitzvah, et donc il n'a pas à faire le jeûne premier-né. Donc c'est le père, cette responsabilité revient au père. Euh, Ok, très bien. Les préparatifs de la fête, on accélère, hein. Désolé pour le timing, mais voilà, c'est Pessah, donc c'est peut-être une des fêtes où il y a le plus d'halachot. Donc donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Tout celui qui multiplie les dépenses pour la fête, Arez et Meshoubar, il est digne de louange. Euh, on sait que les dépenses de toute la part d'un homme est fixée de Tishri à Tishri, donc pour toute l'année, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, sauf quatre postes de dépenses, Talmud, tout ce qui est lié à l'étude de la Torah, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov. Ces quatre postes de dépenses-là, c'est un compte à part, ça ne va pas déduire de notre parnassa. Pour celui qui a la Emouna, vraiment, c'est quelque chose qui est à part. Et donc, il ne faut pas être inquiet sur les dépenses de la fête, qui sont vraiment nombreuses. On sait qu'on a une mitzvah de se réjouir, mais aussi de réjouir les autres.
Et donc, il faudra déjà réjouir les gens qui sont avec nous, donc notre femme, nos enfants, leur acheter chacun des choses en fonction de ce qu'ils aiment. C'est une mitzvah très très importante. Les enfants, des sucreries, la femme, des bijoux, des habits, tout ce que vous voulez. Soi-même aussi, il faut se faire plaisir. Et aussi, on a une mitzvah de réjouir les autres, parce que si on pense qu'à nous, alors c'est un problème. Il faut aussi ouvrir la porte aux autres. Donc, celui qui peut inviter des gens, il invite des gens. Celui qui ne peut pas inviter des gens, il participe pour donner, faire des dons. Kimra d'épicerie, ce langage-là de Kimra d'épicerie, c'est de la farine de Pessah, littéralement. On emploie ce langage qu'à Pessah, parce qu'il y a beaucoup de dépenses et les gens qui sont en difficulté vont avoir encore plus de difficultés. Et donc, il ne faut pas hésiter à donner. Bien sûr, c'est des choses qui se déduisent de notre maaser à condition de donner à des organismes sérieux. Et donc, à Pessar, c'est vraiment là où on doit se saigner en quelque sorte pour aider un maximum de personnes. Et c'est une très, très grande mitzvah. Euh, ok, les préparatifs pour le CEDER. Donc, il faut se préparer avant la fête, tout ce qu'il faut au niveau des poids, savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme quantité de matzah, comme quantité de laitue, etc., etc. Tout préparer en avance. Tout ce qui est feuilles, feuillage, verdure, etc., eh ben, il faudra faire attention de tout bien vérifier, de prendre une cache-route spéciale si on a la possibilité. Sinon, il faut très bien vérifier. Encore une fois, c'est pas au hasard ou ce qu'on pense. Il faut vraiment suivre ce qui est à faire en fonction de chaque ingrédient et de chaque légume. C'est quelque chose de très important. La préparation des matzot, donc pour le seder, il faudra prendre ce qu'on appelle les matzot de la mitzvah, parce que c'est avec ces matzot-là qu'on va faire la mitzvah. On prendra des matzot qui sont des matzot shmurot. Shmurot, ça veut dire garder. En fait, ça veut dire que ça a été surveillé depuis le moment où on a coupé le blé pour la farine jusqu'à la création de la matzah. C'est quelque chose qui a été complètement surveillé pour être sûr qu'il n'y ait pas de fermentation. En dehors de ces matzot de mitzvah, par lesquels on se rend quitte des mitzvot du Seder, alors il n'y a aucune obligation de prendre de la matzah shmura. On peut prendre très bien de la matzah qui est normale pour le reste de la fête sans aucun problème. Au passage, le Seder de Pessah, c'est un des moments où on a le plus de mitzvot à faire dans notre année. Le Gaon de Vilna, il dénombre 64 mitzvot entre les mitzvot de la Torah et les mitzvot de Ramadan qu'on va pouvoir faire le soir du Seder de Pessah. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut être conscient de ça. Il faut vivre ça de manière joyeuse et s'empresser de faire ça de la meilleure manière possible. Euh, Très bien. Celui qui a la possibilité de se participer à de la fabrication de matzot, je sais qu'à Paris, dans le 19e, à la Gigi, chez les Djerbiens, ils fabriquent des matzot. Et même de prendre ces matzot pour le CDR, c'est super. Celui qui a la possibilité de faire ça, c'est une grande mitzvah. Parce qu'on se fatigue et on sait que par la fatigue dans la mitzvot, alors on répare beaucoup de choses et on assiste en même temps et on vit beaucoup mieux la chose. Euh, la veille de Pessah, donc on a le droit de manger de la matzah le soir jusqu'au soir de la Bdikat Hametz. Par contre, à partir du lendemain, donc toute la veille de Pessah, en fait, on ne pourra pas manger de matzah toute la journée pour qu'on montre qu'au Seder, on est en train de manger de la matzah vraiment pour le Seder et pas pour kiffer. Donc pour faire la différence, le jour avant, donc la veille, dans la journée, la veille de Pessah, on ne devra pas manger de matzah. Tout ce qui est matzah ashira avec du jus d'orange, etc., ça, il n'y a aucun problème de manger ça la veille de Pessah. Au niveau de les derniers préparatifs donc, pour la fête, euh, celui qui peut aller même de la matzah avec du jus d'orange à partir de la 10e heure de la journée, donc ça va être peut-être 3 heures, 3h30, 4 heures en fonction des endroits, il faut éviter aussi cette matzah-là. Il faut éviter aussi de manger un repas fixe parce qu'il faut arriver avec de l'appétit pour le seder. Il faut aussi, celui qui peut, bah, se préparer, faire une petite sieste idéalement, faire dormir aussi les enfants pour qu'ils soient en forme. Ça, c'est une préparation qui peut paraître imaginaire, mais pour celui qui veut s'organiser, alors cette préparation, elle fera toute la différence au niveau de l'ambiance et des forces qu'on aura pour le CEDER. Celui qui a la possibilité d'aller au mikvé, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, toutes les veilles de Shabbat, celui qui a la possibilité, c'est une très bonne chose. Tavo alav bracha. Et également, on mérite par cela de purifier notre neshama et nos pensées par le mikvé. C'est une très bonne chose. Il y a une ségoula qui est la ségoula de Rabbi Shimshon Miostropoli à lire la veille de Pessah. Et il y a énormément de brachot qui sont promis pour celui qui lit ça. C'est quelque chose qu'on peut trouver en ligne, par exemple, sur Torah Box. Euh,
Très bien. Ensuite, pas faire tout à la dernière minute, attendre un petit peu et faire rentrer la fête tranquillement, sereinement, en essayant de réviser un petit peu les dernières halachot, avant de faire rentrer Pessar. Également arriver à l'heure à la tfila, joyeusement, content. C'est un soir de fête, il ne faut pas oublier tout ça. Au niveau des nérotes, on allumera les nérotes. Donc, on sait qu'à Yom Tov, quand c'est Yom Tov et que c'est pas Shabbat, on a le droit d'allumer à partir d'un feu existant. D'ailleurs, quand on fait ça, on peut allumer avec une allumette, mais il faut faire attention à ne pas éteindre l'allumette. Pareil, ceux qui fument à Yom Tov, il faut faire attention à ne pas éteindre la cigarette, mais on la laisse s'éteindre tout seul. Donc, c'est pour ça qu'en général, on préparera ce qu'on appelle un ner neshama, donc une bougie de 24 heures, une bougie de 48 heures, en tout cas pour le Chutz La'aretz, pour la France, par exemple, pour pouvoir avoir du feu à disposition. Pareil, si on veut cuisiner avec du gaz, etc. D'ailleurs, dans les gaz, il faut faire attention qu'il n'y ait pas faut pas appuyer pour pas déclencher l'étincelle électrique, mais juste ouvrir le gaz pour qu'on ait juste à approcher la flamme. Il faut faire attention de ne pas déclencher le système électrique. On allume là, donc au niveau des nérodes de Yom Tov, on fait la bracha. D'abord la bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Yom Tov. Et les Ashkénazim, bien qu'elles aient l'habitude en général de d'abord allumer et ensuite faire la bracha, alors à Yom Tov, elles feront d'abord la bracha. Donc pour tout le monde, en fait, on fait d'abord la bracha et ensuite on allume. Il faudra que les femmes ne fassent pas Sherianou à l'allumage, c'est très important de leur dire, parce qu'on va faire cette bracha plus tard dans le kiddush et elles s'acquitteront de cette bracha pendant le kiddush et donc elles ne devront pas le faire à l'allumage des bougies. Ok. Très bien. La tfila de Harvit. Donc le soir, on lit le Hallel. D'ailleurs, je crois que c'est le seul soir de l'année où on lit le Hallel. Pessar, donc pour montrer un petit peu la grandeur de ce soir-là. Et donc, il faut vraiment être joyeux. Le Hallel, c'est très, très élevé. C'est des remerciements à Kadosh Baruch Hu, des louanges, etc. Et quand on fait la bracha sur le Hallel, alors on pensera aussi à acquitter le Hallel qu'on va lire à la fin de la Haggadah. Sur le quatrième vers, tout à la fin de la soirée, on sait qu'on lit aussi le Hallel. Donc quand on fait la bracha à la Sina Arvit, on pense à acquitter le Hallel d'après. Les femmes aussi doivent lire le Hallel avec bracha, même si la femme n'a pas l'habitude de prier Arvit. Alors, avant de faire le Seder, elle prendra le Hallel, elle fait la bracha sur le Hallel, la bracha du début, la bracha de la fin, et elle lit le Hallel. Une femme qui ne saurait pas lire pourrait entendre le Hallel de quelqu'un et se faire acquitter. Quand on rentre à la maison, on se détend. Si la table n'est pas prête, on se détend. S'il y a des choses qui doivent être faites, on participe. Encore une fois, je me parle à moi aussi, le premier, bien entendu. Il nous dit que c'est des jours qui sont très très grands. En bechol hayamim yom simcha gadol kayom hazeh. Il n'y a pas dans tous les jours de l'année, on ne trouve pas une telle joie. Et il écrit dans le Or Letzion, il faudra éloigner toute tristesse, toute angoisse, tout énervement. Parce qu'en fait, on sait que c'est une fête où il y a beaucoup de préparatifs. Donc, qui dit beaucoup de préparatifs dit de la tension. Et donc, ça peut vite déraper. Donc, il faut vraiment se préparer à ça et anticiper. Et on va avoir des épreuves, et on va avoir des tests. Ça arrive à tout le monde, ne me dites pas le contraire. Et donc, il faudra vraiment être capable de réduire ça, de réduire le problème, de prendre du recul et de se bagarrer, en fait, pour être vraiment en simra et vivre ce soir-là de la meilleure manière possible. Au niveau du CDR, et on va terminer sur ça. On a 15 étapes. Déjà, merci beaucoup d'être resté malgré le retard. Mais voilà, comprenez que c'est Pessard. Et voilà. Je pensais vraiment le faire en 45 minutes. Hein. C'était pas du marketing. Mais voilà. Maintenant, on est sur la dernière ligne droite, le CDR. Le CDR, on a 15 étapes. Je les cite rapidement. D'ailleurs, on les cite au début du CDR. On les cite en chantant pour éveiller un petit peu, montrer ce qui va se passer, qu'on a tout un programme pour cette soirée-là. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rachza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan Orer, Tsafoun, Barer, Halel, Nirtza. On préparera aussi au début du Seder donc un plateau où on mettra donc les trois matzot, l'os, l'œuf, le maror, le charoset, le carp. Donc le maror, c'est de la laitue en général, bien vérifié comme on a dit. Le charoset, le carpas en général, c'est du céleri. Et la chazeret, pour ceux qui ont l'habitude, c'est aussi un genre de laitue. On y va, les étapes, et on termine sur ça, très rapidement. Première étape, le kidouche. Donc, on préparera la table le plus tôt possible, comme ça, dès qu'on rentre, idéalement, on fait le kidouche directement, la plus belle table possible.
On prépare aussi un endroit pour pouvoir s'accouder avec un coussin, avec ce qu'on veut pour pouvoir être vraiment bien. L'accoudage, c'est pas comme ça en ayant mal au dos. C'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir un certain confort. Donc, on peut faire par exemple comme ça, mettre un coussin ici pour pouvoir être vraiment à l'aise. Euh, Si on voit que la table elle n'est pas prête, comme on a dit, on ne s'excite pas, on ne s'énerve pas, il y aura des épreuves, il faudra les surmonter. Au niveau du verre, il faudra prendre un verre qui contient au moins un Révillite, donc 86 millilitres de vin. Et c'est bien qu'il contienne même un peu plus, comme ça, s'il y a du vin qui se verse un peu, alors au moins on est tranquille. Mais souvent, les verres font cette taille-là, donc il n'y a pas de problème. On remplit le premier verre, puisque c'est le premier verre, le verre du qui-douche. Chacun remplit le verre ici. On lave le verre avant si c'est possible. C'est bien de le servir au balabaït. Le balabaït qui se fasse servir, non pas parce qu'il est marocain, s'il est marocain, mais parce que en signe de liberté, puisque c'est un soir de liberté, que le balabaït donc se fasse servir. On remplit bien le verre jusqu'à qu'il y ait un petit peu ce genre d'arc là. Et on met une petite assiette en dessous pour pas que ça coule. Si ça coule, il ne faut pas s'inquiéter, c'est un siman bracha. Donc l'idéal, vous avez compris, c'est comme on doit le remplir et aussi il faut qu'il fasse au moins un révit. Donc l'idéal, c'est de prendre des verres pas trop grands mais pas trop petits non plus, mais qu'on puisse le remplir complètement et qu'ils contiennent au moins un Révi-Hit. C'est bien aussi de mettre devant les petits-enfants un petit peu de vin, une petite goutte pour qu'ils se prennent au jeu. C'est un soir où voilà, on pose des questions, on éveille leur curiosité, etc. Et il faudra aussi prendre du vin rouge, c'est très important parce que ça rappelle le sang de la Mila et le sang du Corban Pessar par le srout de ces deux mitzvot-là. Alors, les bénis Israël ont été délivrés. C'est aussi en souvenir de la plaie du sang. On prend du vin, s'il n'y a pas de crainte qu'on soit bourré, défoncé, alcoolisé, etc. Par contre, celui qui ne peut pas, alors il prend du jus de raisin et il n'y a aucun problème. Il y a une mini-histoire, elle est très sympathique, donc je vous la raconte. Rabbi Yosef Be'er Mibris, qu'un jour, il y a quelqu'un qui a toqué à sa porte et il lui a dit, Rav, est-ce qu'on peut être quitte des 4 verres de vin avec des verres de lait? Alors, il lui a dit, il n'avait pas d'argent pour se payer du vin apparemment. Et il lui a dit, est-ce qu'on peut être de kit avec du lait? Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a été chercher dans son armoire de l'argent, 25 roubles d'argent, et il lui a donné pour qu'il puisse acheter du vin pour les 4. Lui, il a compris le besoin de ce pauvre, et il lui a tout de suite donné de l'argent, une grosse somme pour qu'il puisse acheter du vin. Et, et sa femme, elle lui a dit, mais attends, je comprends pas, tu lui as donné 25 roubles, le vin, ça coûte pas 25 roubles. Et il lui a dit, moi, mais réfléchis. Lui, il est venu, il m'a demandé du lait. S'il peut manger du lait, on sait que la troisième et la quatrième coupe, c'est à la fin du repas. S'il peut boire du lait à la fin du repas, c'est qu'il a pas mangé de viande. Et donc, s'il n'a pas mangé de viande, c'est qu'il n'a même pas d'argent de quoi se payer de la viande. Donc, peut-être qu'il a rien, ce monsieur. Donc, c'est pour ça que je lui ai donné plus que ce qu'il m'a demandé. En fait, j'ai compris par cela qu'il était vraiment en difficulté. Et donc, c'est pour ça que je l'ai aidé comme ça, pour comprendre un peu la finesse des tzadikim. Donc, on fait le kidouche et on pense toujours à quitter l'assemblée. Ici, chacun a son verbe, mais il faut toujours penser à quitter l'assemblée. Et l'assemblée pense aussi à s'acquitter. Il y a toujours cette double intention. Bien dur le kidouche à haute voix. Et il faudra qu'ils répondent Amen, les gens. Et les gens ne répondent pas Baruchou ou Baruch Shemo parce qu'ils sont en train de se faire acquitter. Donc, s'ils disent Baruchou ou Baruch Shemo, ils font une interruption. Et ils diront juste Amen. C'est très important. C'est valable aussi pour les kidouches de manière générale. Euh, Ensuite, il va faire aussi la bracha de Shirianou. On pensera aussi à se faire acquitter, s'il y a quelqu'un qui fait le kiddush, on pense à se faire acquitter cette bracha de Shirianou. Et celui qui fait la bracha de Shirianou doit penser aussi à acquitter, au niveau de Shirianou, on pense à acquitter la matzah qu'on va manger ce soir-là et le maror qu'on va manger ce soir-là parce qu'on ne refera pas Shirianou. Donc quand je fais Shirianou au kiddush, on pense à acquitter la matzah et le maror. Asiba, donc les quatre verres de vin, on sait qu'on doit les boire à coudée. On penche un petit peu, on s'appuie un peu comme ça sur le côté gauche. Celui qui s'appuie sur le côté droit, c'est comme s'il ne s'est pas accoudé. Il devra recommencer en s'appuyant sur le côté gauche. Euh, Par contre, une femme qui ne s'est pas accoudée, alors qu'elle devait s'accouder, la femme n'aura pas besoin de recommencer. Par contre, un homme qui ne s'est pas accoudé devra recommencer à boire son verre en étant accoudé. Même quelqu'un qui est gaucher doit aussi s'appuyer sur le côté gauche. S'il s'est trompé a posteriori, il est acquitté. Mais en tout cas, on a l'obligation de s'accouder et c'est pour tout le monde. Et c'est du côté gauche aussi pour tout le monde. Il faudra rappeler avant le kidouche qu'on doit s'accouder parce qu'après, on va pas parler. Et c'est quelque chose où on n'est pas habitué pendant l'année de s'accouder. Donc, on le rappelle avant de commencer le kidouche. Ensuite, on boit le vin. Donc, dès qu'on a fait le kidouche, on boit le vin. Il faudra boire un réveil, donc un 86 millilitres. Il faudra boire un réveil entier de vin.
Et celui qui a bu au moins la majorité d'un révit, donc au moins plus de 43 millilitres, alors il est quitte, mais l'idéal c'est de boire quand même un révit, 86 millilitres. Très bien. Et si le verre est plus grand qu'un révit, donc admettons j'ai un verre qui fait 100 millilitres, il faut boire la majorité du verre. Donc au moins 51 millilitres par exemple. On buvra ce révit-là, donc cette quantité-là qu'on la boit, on la boit en un seul coup, on ne va pas faire des petites gorgées. Celui qui ne peut pas, encore une fois, on a dit, il peut prendre du jus de raisin, n'oubliez pas. Il y en a ensuite, après le kidouche, qui ont l'habitude de prendre un œuf en souvenir du korban chagiga. C'est un korban, une offrande qu'on amenait pendant les fêtes. Donc on fera chez Akol et on mangera un œuf, ceux qui ont l'habitude de manger l'œuf. Et on fait aussi bourrine et fachot juste après. On a l'habitude aussi de donner aux enfants à ce moment-là des petits bonbons, des trucs pour les maintenir en attention. Si on a été refif, normalement, ils ont fait une petite sieste l'après-midi. Mais en tout cas, pour voilà, leur dire, c'est quelque chose, on va faire le CDR, c'est quelque chose d'important, on va raconter l'histoire de nos ancêtres, etc. Cette étape était longue, mais les autres vont être très courtes et on fonce. Deuxième étape, c'est Urratz. Donc les Rachamim nous ont demandé qu'on se lave les mains avant de manger le karpatz. On sait que quand on mange un truc qu'on va tremper dans un liquide, certains liquides en tout cas, on doit se laver les mains. On ne va pas rentrer dans les détails de cette halakha maintenant. En tout cas, on se lave ici les mains. On se lave ici les mains et on ne parle pas dès lors qu'on s'est lavé les mains. On ne fait pas de bracha, on ne parle pas. Et ensuite, on va manger le karpas qui est la troisième étape, le karpas. On trempe le karpas, il faut absolument que ça soit moins que kazaït pour ne pas rentrer dans un problème de bracha harona à avoir à faire après. Donc, on prend vraiment un tout petit bout de karpas, on le trempe dans de l'eau qui est avec du sel en général pour que ça soit amer. Et aussi, quand on va faire Adama maintenant sur le Karpas, on pense à acquitter le Maror qui va venir après dans le CDR. Euh, Très bien. On va essayer de toucher le liquide quand on trempe le Karpas parce que pour avoir eu l'obligation de faire Netilat avant de se laver les mains, il faut qu'on touche le liquide parce que c'est ça tout le problème. C'est pour ça qu'on fait Netilat. Donc on trempera nos doigts un petit peu dans le liquide pour avoir été obligé rétroactivement d'avoir fait cette Netilat Yadaïm sans bracha. Très bien. Quatrième étape, le Yachatz. C'est bien d'avoir une Agada. D'ailleurs, au passage, c'est bien de préparer sa Agada, de lire un petit peu des commentaires, des traductions, des questions. Il y a un quiz, par exemple, de Torah Box, vous pouvez trouver, qui est magnifique. De préparer cette soirée-là. Il nous reste voilà, une semaine, Bezrat Hashem. Euh, et aussi d'avoir une Agada où on a les indications. On se lève, on s'assoit, on s'accoude, on découvre les matzot, on remet le plateau, on lave le plateau. Et tout ça, c'est bien d'avoir ça et d'avoir une Agada où on sait ce qu'il faut faire au fur et à mesure pour ne pas se tromper et pour faire le meilleur seder possible, Bezrat Hashem. En tout cas, Yachatz, la quatrième étape, on prend les trois matzot qui se trouvent donc dans le plateau. On prend la matzah du milieu, on la coupe en deux et on la coupe en deux morceaux qui sont différents. Un gros morceau et un petit morceau. Le petit morceau, on le remet entre les deux matzot et le grand morceau, ça va être l'afikoman qu'on mangera plus tard. On va l'envelopper. On va l'envelopper. Et en général, on va manger cet afikoman donc à la fin de la Haggadah. Donc on va expliquer ça juste après. On a l'habitude de faire cacher la ficomane par un enfant et on lui dit voilà à la fin, enfin nous on cache la ficomane et on lui donne à trouver. Et celui qui trouve la ficomane, on lui promet un petit bonbon, une petite surprise. Tout ça aussi, c'est toujours dans la même idée de maintenir les enfants éveillés pendant cette magnifique soirée du CEDER. Cinquième étape, le Maguid. Le Maguid, donc c'est l'étape où on va raconter les Haguides, c'est de la Haggadah, c'est de raconter l'histoire. On sait que c'est une mitzvah particulière de ce soir-là. Des fois, on va enlever le plateau, remettre le plateau. Quand on enlève le plateau, c'est souvent aussi pour maintenir l'attention, que les enfants posent des questions, que les gens posent des questions, etc. On va dire à l'Arma Anya. Ensuite, euh, on lit toute la Haggadah, hein, bien sûr, on ne va pas la lire maintenant. Ensuite, on remplit, il y a un moment où on remplit le deuxième vers, c'est marqué aussi dans les Haggadot. Et ensuite, on va dire Manishtana. On remet le plateau, on découvre les matzot qui sont dans le Seder. Et ensuite, on dit Avadi Maïnou, les Paro Israël, nous étions esclaves de Paro en Égypte, etc. Et là, on lit toute la Haggadah. Et donc, on sait qu'on a une mise de Veigata Levinecha d'enseigner, de raconter à nos enfants. Pareil pour les petits-enfants, si quelqu'un est invité chez son père et il y a le fils, si c'est le grand-père qui explique au fils, alors tout le monde est acquitté, au petit-fils, pardon, tout le monde est acquitté de cette mitzvah-là. Tout celui qui s'étend sur le récit de la sortie d'Égypte, Arez et Meshubach, il est digne de louange. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer pour être capable de vraiment raconter des choses, d'intéresser les gens
etc. Il faut que ça soit vécu magnifiquement. Les femmes aussi doivent entendre cette agada, comprendre cette agada, et donc c'est quelque chose qui est aussi important pour les femmes. Chacun, en fonction de sa compréhension, on nous dit, Ouleman, t'es sa père, Beozne bincha ou ben bincha, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, etc. Beozne de tes oreilles, ça veut dire chacun en fonction de son niveau de compréhension. Un enfant qui est tout petit, on va lui expliquer de manière très simple. Quelqu'un qui est plus grand, un peu plus dans les détails, etc. Et il faudra vraiment multiplier les récits, raconter. Et Akadosh Baruch Hu se réjouit. Sa mère Bessipouri se réjouit quand on raconte et qu'on multiplie les récits pendant cette nuit-là, ce soir-là. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il rassemble tous les anges qui se trouvent en haut. Il leur dit, écoutez les louanges et les histoires que sont en train de raconter mes enfants sur moi pour montrer à quel point c'est grand et c'est réel, bien entendu, tout ce qu'on dit. Très bien. On évitera de parler de sujets qui n'ont aucun rapport avec la Haggadah pendant le déroulé de la Haggadah. Il y a un moment où on va dire Detzar Adash Be'achav. Donc pendant la Haggadah, avant de dire les diplés, d'ailleurs sur les diplés, il y a aussi énormément de choses à raconter, on prendra le verre de vin, que le Baal Habayit prendra le verre de vin, et on va verser à ce moment-là 16 fois. Donc il y a d'abord, on va dire Dam Va'esh Vetim Rotachan. Donc 3 fois on verse, et en général, il y a quelqu'un qui verse de l'eau en même temps. Ensuite, on fait les 10 fois pour les diplés. Dam Va'esh. Pardon, Dan, Sefardea, Kini, Marov, Dever, Sherin, Barad, Arbe, Rocher, Makad, Bechorot. Et ensuite, encore 3 fois quand on va dire Detzar, Adash, Beachav, donc ce qui fait au total 16 fois. Ensuite, on jette ça dans un évier. Pas de rigolade avec ça. Et ensuite, le Balabaïd se resserre un verre de vin puisque c'était sa deuxième coupe et il va en avoir besoin un peu plus tard dans le Seder. Et donc, c'est important. Il est permis de boire pendant toute la Gada. On peut boire du jus de raisin, on peut boire des boissons légères, de l'eau, du coca, etc. Par contre, il ne faudra pas boire de vin pendant la Haggadah. Également, on a le droit de manger quelques noix, du chocolat, des petits trucs en fait qui vont nous permettre d'être dedans, puisque n'oublions pas qu'on nous dit Vesa Martha Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Le but, c'est pas d'avoir une souffrance. Et donc, il vaut mieux manger des petits trucs pendant le Seder comme ça, pour être en forme, pour être content et pour faire la meilleure Haggadah possible. À Dayenu, par exemple, aussi, il y en a qui ont l'habitude de se lever, il y en a qui ont l'habitude de prendre de l'ail vert et de taper sur les gens. Enfin, pour rigoler comme ça. Tout le but aussi ici, c'est d'éveiller les gens, de maintenir un éveil, de faire quelque chose de sympathique et de meilleur que l'année dernière. On couvre les matzot, on découvre les matzot, tout ça c'est marqué dans les Haggadot, on ne rentre pas dans les détails. Sixième étape, Rartza. Cette fois, on va aller faire Netilat Yadayim parce qu'on va aller faire notre Seouda, notre repas. Ensuite, septième étape, Motzi Matzah. Septième et huitième étape en réalité, Motzi Matzah, parce qu'il y a une mitzvah de Motzi, une matzah de Motzi, une matzah de Matzah. On prend. Vraiment, on a bientôt fini, hein. Désolé, mais vraiment, on a bientôt fini. Le Balabaït prend les 3 matzot, donc on a les 2 matzot et au milieu, on a le petit bout de la matzah du milieu, puisque le grand bout a été caché pour la ficomane. Il prend ces matzot-là. Il faudra qu'ils disent avant le Balabaït qu'on va maintenant accomplir une mitzvah tassée. Comme on a dit, on a beaucoup de mitzvahs à réaliser ce soir-là. Un commandement de la Torah de manger la matzah en souvenir de nos ancêtres qui sont partis précipitamment et leur patte n'a pas pu monter. Donc on rappelle ça aux gens pour les éveiller qui vont faire maintenant une mitzvah. Et c'est encore mieux. Et il pensera à les acquitter quand il fera la bracha. Pareil, hein, toujours la même chose. On pense à acquitter les autres et les autres pensent aussi à se faire acquitter. Il fait Amoti lechem min haaretz. Ensuite, il pose la matzah du bas. Et ensuite, il fait alachilat matzah. Euh, donc à ce moment-là, il lui reste la matzah du haut et le petit morceau qui était au milieu. Et il prendra un kazaïd de la matzah du haut et un kazaïd de la matzah du milieu. Et il trempe dans le pain et il mange. Et on mange ça à coudée. C'est très important. Euh, Donc le mieux, c'est qu'ils prennent la matzah qui est du haut, ils goûtent un petit morceau, le baal habaïd, sans s'accouder. Tout de suite, ils distribuent aux gens. Comme ça, les gens, ils peuvent s'accouder, démarrer, etc. Et ensuite, lui, il s'assoit tranquillement. Maintenant qu'il a goûté, il s'assoit et il mange vraiment là ses kazaïd de matzah.
au niveau de la matzah, comme on a dit, il y a la matzah du haut, il y a la matzah du milieu. On doit prendre un kazaïd de la matzah du haut, un kazaïd de la matzah du milieu. Maintenant, il y a très forte chance qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde. Donc à ce moment-là, on prendra un kazaïd, deux kazaïd de la boîte de matzah qui est à part, et on prendra un petit bout de la matzah du haut, un petit bout de la matzah du milieu pour compléter. Mais on peut prendre ça donc de la boîte de matzah, et pas de problème du moment qu'on prend un petit bout un petit bout de ces deux matzot-là. Ok. Euh, La matzah, ok. C'est bien de peser celui qui peut en avance. Et même pendant la fête, on peut le faire sur une balance mécanique parce que c'est une mitzvah ici qu'on fait. Sur une balance mécanique, il n'y a pas de problème pour être sûr qu'on mange bien les kazaïdes, 27 grammes. Donc là, ici, il faut deux kazaïdes comme on a dit. Donc on peut peser des morceaux près et ensuite on complète avec les matzot du seder, comme on a dit, un petit bout de celle-là, un petit bout de celle-là. On mangera bien cette matzah, on va la mâcher bien, on va pas se dépêcher de l'avaler. C'est quelque chose de très grand, la matzah. Et d'ailleurs, un jour, il y a quelqu'un qui était malade et le Rabbi Louvavitch, il a dit, voilà, votre maman, elle est malade, pour qu'elle guérisse, elle devait faire des examens, la maman de quelqu'un, et il lui a dit qu'elle mange de la matzah shmura pendant Pessah. Et elle a mangé, elle a bien fait cette mitzvah-là. Et après Pessah, cette dame-là, elle n'avait plus rien. On sait que c'est un grand médicament, la matzah, quelque chose de très élevé. Et donc de bien mâcher, de bien sentir le goût de la matzah. D'ailleurs, on la mange toute seule, on ne peut pas la manger avec autre chose. Euh, Celui qui est, si quelqu'un est malade, alors il peut la tremper dans un peu de soupe ou quelque chose pour faciliter la chose. On essaye de ne pas parler jusqu'à qu'on termine ces quantités de matzot là à manger. Et comme on a dit, il faut s'accouder quand on mange cette matzah, toujours sur le côté gauche. C'est très important. Il faudra manger cette matzah pas plus tard que Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, ça dépend des endroits. C'est le minuit juif calendaire. Par exemple, à Jérusalem, ce sera minuit 37 cette année. En Île-de-France, ça sera 1h49. Chacun vérifiera en avance l'heure pour savoir à quelle heure c'est, parce que c'est la limite en fait de toutes les mitzvot du CDR en général, c'est Chatzot. La huitième étape, c'est le maror. On prend un kazaïd de maror, donc en général, c'est de la laitue. Kazaïd, donc 27 grammes, qui a été bien vérifié, qui n'est pas d'insectes dedans. On le trempe dans le charoset, mais on ne le laisse pas trop avec du charoset. On va même le secouer pour enlever le charoset, pour que ça soit un tout petit peu, pour qu'on puisse sentir l'amertume du maror, puisque c'est le but. Et on doit avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah du maror. Et ensuite, on fait alachilat maror, et on mange, cette fois, on le mange sans s'accouder, le maror. On avait déjà, ouais, on le mange sans s'accouder, le maror. Le charosset, on a dit qu'on fait du charosset parce que ça ressemble au goudron, non pas goudron, bon, la matière qu'ils utilisaient pour faire les briques. Et donc, ça, c'est pour rappeler ça. Chacun a des recettes, etc. Donc ça, c'est pour le maror. Au niveau du korer, ce qu'on appelle le sandwich. Donc le sandwich, il faut prendre un kazaït, encore une fois, de matzah. Cette fois, on utilise la matzah du bas, parce que rappelez-vous, on avait utilisé la matzah du haut et la matzah du milieu, le petit bout de la matzah du milieu qui restait. Maintenant, on utilise la matzah du bas pour le sandwich. On prend un kazaït, pareil, s'il n'y a pas, on complète. Encore une fois, on prend un petit bout et on complète. Donc un kazaït, 27 grammes de la matzah du bas. Un kazaït de maror, donc de laitue, et on trempe là dans le charosset. Cette fois, on n'a pas besoin d'enlever complètement le charosset. Et là, on a un texte à dire, Zecher la Migdash, etc. Et on mange à couder le korer. Très bien. Shulchan horaire, dixième étape. Cette fois, on arrive là au repas. C'est aussi une des étapes du Seder. Donc, on va manger en étant joyeux, un bon repas, comme ça aurait été préparé, etc. On fera attention à ne pas trop manger parce qu'à la fin, il faut manger la ficomane avec appétit. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas comment c'est possible, mais oui, ça se fait avec appétit et c'est très important. Donc, de ne pas manger complètement à 100% ce soir-là. Laisser un petit peu, au moins un petit peu d'appétit pour manger la ficomane. Onzième étape, le tsafoun. Donc, tsafoun, c'est l'afikoman. À la fin du repas, on mange un kazaïd de la matzah qu'on avait coupé. Rappelez-vous, la matzah du milieu, il y avait deux morceaux. On avait pris le grand morceau, on l'avait caché. L'afikoman. On prend ce morceau-là. Pareil, il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde. Donc, on prend un petit bout et on complète. Et là, on a un texte à dire Zecher les korban Pesach, Hanechal la Sava, etc. On le mange à coudée. C'est très important. Et il y en a qui ont l'habitude de manger à ce moment-là même deux kazaïd de matzah. Donc 2 fois 27 grammes, c'est pas obligatoire. Celui qui peut, c'est bien de prendre deux kazaïd ou un peu plus qu'un kazaïd. En tout cas, le minimum, c'est un kazaïd. Et il faudra manger cet afikoman avant Chatzot. Donc les horaires que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, en général, le seder, il faut tout finir avant Chatzot pour pas rentrer dans des problèmes. Donc chacun vérifiera l'horaire en fonction où il se trouve. Après la ficomane, on ne peut plus manger.
pour garder le goût de la matzah dans la bouche. Par contre, on pourra boire du thé, du café, des boissons, etc. Pas du vin, mais on pourra boire après la ficomane. Pas du vin, sauf le verre numéro 3 et le verre numéro 4 qui arrive après, bien entendu. 12e étape, barère, donc le Birkat Amazon. Donc on fait Maïm Acharonim, on prend son verre, on met du vin, on remplit, c'est actuellement la troisième coupe et on va faire le Birkat Amazon dessus. C'est bien de lever cette coupe d'au moins 8 cm. Celui qui ne peut pas tout le Birkat, alors au moins pour la Bracha Rishona, euh, de le lever, mais celui qui peut, c'est de le lever tout le Birkat Amazon. On fait le Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon, on fait Ya'alev et Yavo. Ensuite, on a terminé le Birkat Amazon. Dès qu'on termine le Birkat Amazon, on fait Agefen et on boit la troisième coupe de vin, accoudé à nouveau, côté gauche, comme on l'a dit. 13e étape, Hallel. Le Hallel, on le fait de manière très joyeuse. Vraiment, faut s'ambiancer, même si on est fatigué, parce que souvent le Hallel, il passe à la trappe, on est KO. Mais vraiment, vraiment, il faut prendre ça au sérieux. N'oublions pas que c'est la deuxième partie du CDR, ni plus ni moins, après la Haggadah. Donc c'est aussi très important. Et la preuve, c'est qu'il y a la coupe numéro 3 et la coupe numéro 4. Ensuite, donc, on a bu notre troisième coupe. On sert le quatrième verre. On lève ce quatrième verre. On va dire dessus le Hallel. Pour celui pour qui il est difficile de lever pendant tout le Hallel, alors il faudra au moins le lever à la fin du Hallel avec la bracha de Yeh Halleluka. Ok. Il faut dire aux gens qui lisent le Hallel calmement, joyeusement, etc. et pas l'avaler, comme on a dit, pour courir aller dormir. Et on se réjouit aussi sur la Geoula Atida Liot Mamash Bekarov. Donc on remercie Hachem sur les miracles qu'il nous a fait, mais aussi sur les miracles qu'il va nous faire très bientôt, Bezrat Hachem, pour nous amener la Geoula. Et je pense qu'on peut le dire maintenant plus que jamais, puisqu'on voit qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Et donc ce Pessah-là, il va être vraiment encore plus spécial, Bezrat Hachem. Très bien. Ensuite, on boit, donc à la fin du Hallel, on termine le Hallel. Et on boit le quatrième verre, toujours en étant accoudé. On ne fait pas la bracha de Hagefen puisqu'on l'a faite sur le troisième verre. Les Ashkenazim, eux, ont l'habitude de faire aussi Hagefen sur le quatrième verre. Donc c'est toujours pareil, on s'efforce de boire au moins un Revi'it, ou en tout cas la majorité d'un Revi'it. Le mieux, c'est de boire un Revi'it à chaque fois parce qu'on va faire à la fin bracha Harona sur ce verre-là, puisque ça, on a déjà fait Birkat Amazon. Donc maintenant, comme on a rebu du vin, on boit la quantité qui est nécessaire. Comme ça, on peut faire la bracha harona. Très bien. Le Hallel, pareil, il faut essayer de le finir donc avec la quatrième coupe et tout ce qu'on a dit, tout est à finir avant Chatzot Laïla. Ok. 14e étape, Nirtza. On se réjouira de tous les miracles que nous a fait Akadosh Baruch Hu dans ce soir-là. Et donc, c'est bien de chanter à ce moment-là, d'avoir encore un peu de force. Il y en a qui chantent Rad Gadia, il y en a qui chantent Echad Miodea, etc., etc. Et cetera. Et c'est quelque chose de très, très grand. Il y en a aussi qui ont Minag Tov, Vechashuv, un bon minag, et important de dire le Shirachirim, qui est quelque chose de Kodesh Kodashim, saint des saints, en le chantant mot à mot, etc. C'est quelque chose de très, très grand. Et on a aussi une obligation donc d'étudier la Chod de Pessah, de raconter encore et encore, même à la fin du repas, jusqu'à que le sommeil nous prenne. Et donc, c'est bien de continuer comme ça à raconter. Maintenant, si ça va être une souffrance pour la personne, alors, faut pas que ça soit une souffrance du moment qu'elle a fini sa Haggadah, etc. Mais celui qui peut et que ça le réjouit et qui est capable de voir que il fait plaisir à Kadosh Baruch Hu et qu'il fait une bonne chose, alors c'est bien de continuer de raconter. Il y a énormément de choses à raconter. Imprimer des choses, le quiz que je vous ai dit, préparer les Haggadot, acheter des Haggadot, traduits avec des commentaires, des histoires. Il y a plein de choses qui existent. Et ensuite, on fera aussi le. Donc, pardon, je m'étais trompé dans les chiffres parce que Motsi et Matzah, c'était 2 étapes. Mais voilà, donc là, la dernière étape, c'est Nirtza, donc de raconter encore, de s'étendre. Et aussi Kriyat Shema, même si on est KO après tout ça, on n'oubliera pas de faire le Kriyat Shema à la Mita, qui est une grande protection, toujours avec les petits textes qu'il y a à lire. C'est pas très long, il y a une bracha de Hamapil, il y a quelques lignes. De prendre l'habitude de faire le Kriyat Shema tous les soirs et aussi même le soir de Pessah, on devrait faire le Kriyat Shema. Voilà donc, merci vraiment et désolé pour le timing. Il faut se préparer au maximum. Il nous reste une semaine pour vivre ce Pessar de la meilleure manière possible. On sait que c'est la fête de la Géoula, la fête de la libération. On attend vraiment cette fois plus que jamais notre libération et la Géoula définitive parce que entre ce qui s'est passé il y a quelques mois, entre ce qui s'est passé il y a quelques jours, etc., comme on a dit, il se passe des choses et il va s'en passer, Bezrat Hachem. J'ai pas d'infos spéciales, hein, mais voilà, on espère qu'il va s'en passer.
Et voilà, qu'on puisse faire le meilleur Pessar qu'on a fait dans notre vie jusque-là. Et je vais regarder le chat. Razak à tous.